C'est Eh bien, parti. écoute, oula. Oh non, Euh, je me dis, lui. voilà, c'est pour vous présenter donc le premier trajet de Mermoz à travers l'Atlantique Sud en, en mai pour l'aller et juin-juillet pour le retour, avec une petite étude sur les marques postales qui vont avec. Mais avant, j'ai voulu vous présenter un certain nombre de choses sur cette ligne et sur cet avion. Donc, on va le voir. Je ne sais pas si ça vous intéressera de partout, parce qu'il y a des trucs peut-être un peu techniques, etc. Mais en fait, le but, c'était d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Donc, le but, c'était de rejoindre le Sénégal au Brésil. Et en fait, l'aviso qui faisait le trajet faisait Dakar-Natal. Et à Dakar, le site n'était pas approprié pour un hydravion. Et donc, c'est parti de Saint-Louis, où il y avait une base d'hydravion, déjà, donc vers Natal. Et Natal avait préparé une base d'hydravion avant le trajet. Voilà, je vous ai marqué quelques distances, mais on y reviendra dessus. Mais en fait, le trajet le plus long, c'est un Paris-Rio Gallego qui fait plus de 15 000 kilomètres. Ce qui est assez intéressant de trouver des correspondances qui font ce trajet. Voilà, donc le but, c'est cette traversée entre Saint-Louis et Natal. Du fait de Saint-Louis, on prolonge de 150 kilomètres la traversée, qui était de 3000 kilomètres, qui passe à presque 3200 kilomètres. Alors, les lignes d'Amérique du Sud fonctionnaient dans de bonnes conditions grâce à Didier Dora, qui, en tant que chef d'exploitation, essayait de réaliser ce qu'avait préparé Pierre-Georges Latécoère, c'est-à-dire la traversée complète de l'Atlantique et le parcours Paris, ou au moins, tout au moins Toulouse, ce qu'il avait préféré, Toulouse, Buenos Aires en avion. Pour cela, il fallait un avion et un équipage. Donc, on va voir l'équipage. La réputation de Mermoz n'était plus à faire, donc euh, il y a eu ce choix assez rapide sur Mermoz pour faire cette traversée et pour la mettre au point, quoi. Donc, l'équipe, c'était Jean Dabry, qui était le navigateur, et Gimier, qui était le radio, et Mermoz, qui était le pilote. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on retrouve des signatures, puisque je vous ai présenté les signatures, on retrouve des signatures, mais celle de Gimier, elle est d'une discrétion que des fois on ne la voit même pas sur une feuille. Voilà. Alors, là, le- un des principes qui régnait, c'était quand on vole au-dessus de la terre, on a des roues, quand on vole au-dessus de la mer, on a des flotteurs. Et donc, à partir de là, eh bien, on a construit un hydravion à partir du l'AT-28 et qui s'est appelé le l'AT-28-3. Cet avion, donc, il a été créé en 29. C'est un monomoteur monoplan aile haute. Et bon, il a des caractéristiques qui sont assez intéressantes puisqu'il fait 13 mètres, 14 mètres de long et presque 20 mètres d'envergure. Un poids total en charge de 5 tonnes et une vitesse de croisière qui est de 200 km à l'heure pour le 28.1. Ça va changer pour l'AT-28-3 qui est numéroté 3 parce que c'est l'hydravion. Et en fait, l'AT-28 était prévu pour 300 kg de courrier et 8 passagers. L'AT-28-3, les sièges ont été supprimés et on a conservé une soute pour le courrier et on a l'arrière de la cabine a été occupé
par des appareils de communication et par le réservoir d'essence que l'on a agrandi. Donc, le LAT 28.3 a été équipé, lui, d'un moteur de 600 chevaux d'Hispano-Suiza. Il a été baptisé Comte de Lavaux, donc bien sûr sans pas jaser, avec un réservoir de 2600 litres et une autonomie, je ne sais pas exactement l'autonomie qu'elle avait, mais au cours de son, qu'on le verra après, au cours de son grand circuit, Mermoz avait fait 4300 km sans se poser. Donc, il a une autonomie au moins de cette valeur-là. Donc, l'avion, le voici. Il est immatriculé, vous le connaissez tous, le AJNO. Et il a été baptisé du comte de Lavaux, qui était le fondateur de l'Aéroclub de France et qui a été président de la Fédération aéronautique internationale et qui est mort, je dirais, 3 semaines avant le premier trajet de Mermoz, Saint-Louis, Natal. Alors l'avion, le voilà. Alors voilà un plan de la TECOR qui date du 20 février 1930. Et vous voyez que vous avez ici l'équipement moteur, ici le poste de pilotage. Toute cette partie-là était occupée par le réservoir. Cette partie-là, c'était tous les appareils de gognon et de radio. Et il y avait une petite place pour le courrier. Et bien sûr, il y avait les flotteurs qui étaient quand même un peu pas très élégants, je trouve, pour un avion. Bon, mais on a fait ils ont fait ce qu'ils ont pu à cette époque-là. Donc, vous voyez que ce moteur, mais s'il y a quelqu'un qui a des questions à me poser, vous pouvez me les poser, hein. Vous voyez que le moteur, là, il est assez intéressant parce qu'il occupe une place relativement importante et un poids important au niveau de l'avion, il stabilise beaucoup de choses. Et ce moteur, donc, on le voit bien sur cet agrandissement, ainsi que le poste de pilotage. Ce moteur, le voilà, c'est un Hispano-Suiza de 600 chevaux, 12... Oh, qu'est-ce d'accord. Oui, vous m'entendez? Oui, vas-y, vas-y. Oui. Oui, 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 oui. Alors, Continue. et ça m'a coupé la... Oh la vache. Ça m'a coupé la présentation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Partage d'écran terminé. Non. Un repartage. Alors, je repartage. Vas-y. Voilà. Eh bien, bon, la suite. Donc, c'est les plans du LaTecoR 28.1 qui montrent donc différentes versions, qui montrent la version en bas de la page. Vous voyez que vous avez la version avec les 4 fauteuils de chaque côté pour faire 8 passagers. Ce que je n'ai pas compris, c'est comment ils étaient serrés dans l'avion, puisque l'avion, il fait à peu près 1,70 m de large, hein, compte tenu des côtes, hein. J'ai fait le rapport des côtes. Alors, pour dire le diamètre de l'hélice est de 4,15 m, le réservoir, donc, il a été agrandi considérablement à 2600 litres, poids en charge, donc 5500 kg. La vitesse de décollage est entre 110 et 120, je n'ai pas su exactement, mais je crois que 120, c'était 120 et pas trop chargé en plus. Et la vitesse de croisière est entre 140 et 150, et j'estime à peu près le volume des flotteurs de l'ordre de 4 à 5 mètres cubes. Voilà. Mais c'est une estimation. Je ne le connais pas. Tout ce que je sais, c'est que sur un flotteur, il coule l'avion. Donc, je suppose que ça fait entre 4 et 5 mètres cubes compte tenu du poids de l'avion. Voilà les nervures de l'avion. La fabrication des nervures, comment elles étaient fabriquées. En bois, vous y êtes là sur l'image des Oui, oui, nervures, hein. vas-y, vas-y. Et donc, vous voyez comment sont pliés dans des encoches dans le bois, comment sont pliés les, les, les morceaux de bois qui servent à faire les nervures de l'avion. J'ai trouvé cette photo assez sympathique parce que on ne sait jamais comment ça a été réalisé, mais voilà comment c'est réalisé. Et après, c'est traité
je pense avec un produit qui étanchait un tout petit peu le bois pour pas qu'il y ait de vieillissement trop prématuré du bois. Voilà donc cet avion. C'est une photo très retouchée, ça, hein. Donc il ne faut pas trop regarder, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit au-dessus, là, les deux parties qu'on voit, c'est les deux hauts des cylindres du V6. Oui, Et oui. vous avez l'hélice là, qui est sans le cône d'hélice. Donc, était brute. Je pense que c'est une photo retouchée quand ils essayaient les hélices d'avion. Alors, les essais de cet avion ont été faits sur l'étang de Berre, à Berre, et non pas à Marignane comme c'est indiqué. Alors, Marignane, vous voyez, c'est voilà, l'aéroport de Marignane avait la piste de décollage actuelle qui va dans l'eau, alors qu'à l'époque, elle n'y allait pas. Mais la ville de Marignane est ici, la ville de Berre est ici, et c'est là où il y avait la base d'hydravion, qui était occupée par l'armée. Et c'était cette base, et qui était une base école en plus. Et c'est pour ça que euh, Mermoz est allé faire son brevet de pilote d'hydravion ici à Berre. Et c'est-à-dire que l'étang de Berre avait cette caractéristique, c'est qu'il y avait deux pistes impeccables, puisque quand c'était le Mistral qui soufflait, il vient de Saint-Chamas, et quand c'était la Tramontane, elle vient de Martigues. Donc, si vous voulez, vous avez les deux pistes qui permettent donc de décoller. Alors, ce que je vous ai mis à côté, c'est une photo, donc c'est sur Google Maps, de la piscine de Berre, qui est les deux anciens hangars qui restent de cette école, de ce centre d'hydravion de Berre. Voilà ce qu'a connu Mermoz, donc en 1930, voilà la base qu'il y avait à Berre, avec ici le hangar principal où on rentrait, alors on voit des hydravions, et il y avait une grue sommaire à l'époque, ici, que vous voyez dans le coin. Il y avait des bâtiments un peu partout, tout ça, ça appartenait à l'armée. C'était l'endroit où on servait c'était associé avec la base d'Istres. Donc, et cet hangar, précisément, a été repris et est toujours, je crois, et toujours sur la base d'Istres, au centre d'essai en vol. Il a été démonté là et il a été repris en 55, hein, puisque cette base de Berre a été arrêtée en 72. Donc, il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été démolis. Alors, il y a quelques photos là sur l'étang de Berre avec une nouvelle grue et là l'ancienne. Et vous voyez les bâtiments qui étaient posés et qui ont servi à faire la piscine. Donc, vous le voyez ici sur cette photo où on voit qu'il y a je crois qu'il y en avait 6, donc Ok. hangars comme ça. Mais peut-être que Lionel, il peut en dire quelque chose. Moi, Non, il y j'en en ai avait vu. 4 et ils en ont gardé que 2, ceux de gauche. Voilà, pour faire la piscine. Voilà, ça c'était vers la fin, vers les années, je pense, 60-70. Voilà donc les essais sur l'étang de Berre, avec, c'était Delaunay qui faisait le choix des hélices de l'avion. Et vous voyez que le cône d'hélice n'est toujours pas monté. Et on voit bien ici le verrouillage de l'hélice. Et ici, vous avez donc la AT-28-3 qui est sur son truc de roulement qui s'appelle un BER. Euh, et en bas, je vous ai mis une photo intéressante parce que c'est des T-28-3, mais militaires, hein, qu'ils ont commandé à la CIDAL. Et vous voyez que la tâche des flotteurs a été considérablement renforcée. Hein, on voit que ce n'est plus les mêmes attaches que vous avez sur la photo du haut et sur la photo du bas.
Là, vous avez l'avion donc à peu près au point, puisqu'il a le cône d'hélice, et qui rentre à quai. Alors, Mermoz, il a passé donc son brevet de pilote et d'hydravion là-dessus, et il a fait un record du monde de durée et de distance à un circuit fermé de 4300 km entre Istres, le Cap d'Agde, La Ciotat, pendant 30 heures, avec une moyenne de 140 km à l'heure. Je pense que oh putain, c'est pas possible. Vous avez une interruption d'écran? Non, non, c'est bon, continue. Ah, mais moi j'ai une interruption d'écran et je ne sais pas où on en est. On en est Saint-Louis du Sénégal, le 2 mai 1930, après révision. Ah, C'est- d'accord, bon, ben c'est la suite. Bon. Moi j'ai eu une coupure d'écran. Je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs. Non, Euh, donc, oh, je ne sais pas où j'en étais, le 2 mai. Oui, le décollage de Saint-Louis, donc l'avion il part de, il est révisé, l'avion, une fois qu'il sort de Berre, il est révisé à Saint-Laurent-de-la-Salanque, à Perpignan, là, à l'endroit où la TECOR préparait ses avions, enfin ses hydravions. Et de là, ils ont décollé avec Dora, l'équipe d'Abri, Gimier, Mermoz et Dora. Ils ont décollé pour Saint-Louis du Sénégal, via Canitra et Port-Étienne. Et il ne leur restait plus qu'à attendre la lune de mai, puisque à Saint-Louis du Sénégal, c'est la préparation donc à Saint-Louis du Sénégal du départ. Et donc on est le 10 ou le 12 là. Donc vous voyez, il y a une photo de machin. Vous avez ici, là je l'ai trouvée intéressante cette photo parce que on voit très bien le LAT-28 et la proportion par rapport aux personnes. On s'aperçoit que c'est quand même un avion qui était relativement important euh, point de vue dimension, quoi. Et vous avez sur la photo du bas les trois Mermoz, Gimier et d'abri prêts à partir, donc en attendant le courrier. Là, donc, le trajet, donc, il part de Saint-Louis et il a été prévu un bateau tous les 1000 kilomètres à peu près pour dire, en cas de problème, de pouvoir intervenir en cas de problème d'avion. Et ils sont équipés donc de stations météo et radio et de la radiogonométrie. La radiogonométrie, ça permet de savoir à peu près où on est. C'est embêtant que ça ne marche pas, ça. Voilà les- l'histoire du poteau noir et la traversée donc au niveau de l'équateur de cette zone qui est très mauvaise sur le plan autant des avions que des bateaux. Je vous ai fait une petite explication du poteau noir, mais je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous la détaille. En fait, c'est les vents qui dans le sud tournent dans le sens anti-horaire et dans le nord tournent dans le sens horaire et se rencontrent au niveau de l'équateur dans une zone qui est définie autour de l'équateur qui dépend des saisons, qui dépend de beaucoup de choses et qui crée des nuages, des cumulus nimbus assez important puisque ça monte à une dizaine de milles d'altitude, ce qui fait que c'est une zone pleine de charges électrostatiques, forcément, et qui pose des éclairs et des orages.
l'arrivée à Natal sur la rivière, le Rio Potengi à Natal, donc qui est l'embouchure de ce fleuve, qui est un petit fleuve de 200 km, mais qui a une embouchure excessivement large et qui permet donc d'avoir des amérissages convenables. Vous voyez que la photo, ça c'est l'avion qui vient de se poser, avec les pilotes qui repartent avec un bateau et je pense quelqu'un qui va tracter l'hydravion au hangar. Alors, le Rio, voilà, le Rio Potengi qui est ici, et vous avez la ville de Natal, c'est tout ça, et l'hydrobase est ici à l'embouchure, donc hein, relativement à l'embouchure. Vous verrez, j'ai des photos après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici, c'est l'aérodrome, enfin l'aéroplace de Natal, où que se servait dont se servait la CGA, et qui est un terrain de la CAB, c'est la compagnie aérienne brésilienne. Cette compagnie, ce terrain, il est d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. Vous verrez, j'ai des vues aériennes. C'est aujourd'hui l'aéroport de Pernambuco, qui est l'aéroport de Natal. Voilà d'ailleurs la vue aérienne. Et cette vue aérienne permet de préciser donc la largeur. Vous voyez, j'ai trouvé une vue aérienne qui date de 43 et on voit un hydravion qui est en train de se poser. Ça, vous me suivez toujours, hein? Oui, oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est le port où il y avait les avisos qui descendaient, sachant qu'il y avait le chemin de fer et une route qui partait donc pour aller à l'aérodrome. Et l'hydrobase de la CGA est dans ce coin-là. On ne la voit pas parce que c'est trop machin, mais elle était là. Et là, c'est marrant parce qu'on voit l'hydravion se poser sur ce Rio. Donc, c'était la photo qui était intéressante. Voilà l'hydrobase donc de Natal avec le hangar. Et vous avez deux vues donc avec le, le, le machin pour faire venir les hydravions à quai sur un berceau, hein, donc qui était donc de la compagnie française. Euh, Alors oui, alors j'ai retrouvé des photos relativement récentes où il y avait la voie ferrée. Voilà le hangar du machin, mais c'est 40 ans après. Voilà le hangar qui ne sert plus pour les hydravions. Et j'ai pris, j'ai agrandi et j'ai vu cette photo toutes les bits d'amarrage qu'il y avait. Et ça, c'est l'entrée du hangar avec les rails. Ce qui était c'est assez rigolo de le retrouver comme ça, sachant qu'aujourd'hui, ça a changé. Euh, donc voilà l'aéroport de Parnamirin, qui est donc un peu plus bas, à une quinzaine de kilomètres en dessous. Et donc ça, c'est une photo donc aux environs de 43. Et on voit des pistes, mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est que ces deux hangars-là, c'était les hangars de la CGA. Et en rouge, je vous ai mis le chemin de fer. Et en bleu, je vous ai mis la route 101, qui était une route nationale. Donc, mais c'était en 43, il y avait déjà les Américains qui étaient dessus. Et enfin, c'est quelque chose qui a évolué. Ça, c'est un, un AT 28-1 donc, qui est sur le terrain. Ça ne présente pas un intérêt majeur. Et on passe donc aux marques de la CGA pour le vol aller. Alors pour le vol aller, donc vous voyez la première lettre avec cette marque-là qui caractérise donc c'est la marque courante du vol aller avec les trois signatures de Mermoz, d'Abri et Ginier.
J'ai trouvé celle-là avec une couleur un peu différente puisqu'elle est en violet. Donc ça veut dire qu'elle a été en noir et en violet. Moi, personnellement, je l'ai en violet, mais on peut retrouver différentes choses. Il y a une deuxième marque, c'est celle-là, où il y a marqué Premier aérien transatlantique, France, Amérique du Sud, Compagnie Générale Aéropostale. Et vous voyez que vous avez ici donc un cachet de l'aéroplace de Saint-Louis, le voilà, l'aéroplace de Saint-Louis, et il existe un deuxième cachet que j'ai trouvé sur une lettre qui est la base d'hydravion de Saint-Louis, donc avec un cachet différent, toujours du 12 mai 30, donc au moment du départ, qui a été tapé. Voilà pour les lettres pour le parcours aller que j'ai rencontré. Et maintenant, nous allons parler de la traversée retour, qui est du 8, 9 et 10 juin. Alors, vous avez une vue du Rio Potengi sur lequel il devait décoller, toujours à Natal. Là, ici, ça n'existait pas à l'est, c'est un viaduc qui n'existait pas en 30. Et vous aviez la piste qui était correcte, qui était cette partie-là en vert que j'ai mis. Il y avait deux possibilités aussi, mais je crois qu'il y avait beaucoup de racines et ils avaient peur de, de- 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 d'avoir des problèmes avec enfin des machins encombrants au niveau de la rivière qui est très large, mais ben, pas un courant énorme. Donc, voilà donc la base de l'hydravion, voilà le quai des bateaux, et c'était l'endroit où ils pouvaient, franchement, ils avaient 2 km 500 pour pouvoir décoller facilement. Le seul problème, c'est que le vent était de sud-est, et vous voyez, je vous ai mis le truc le nord, donc le vent n'était pas favorable, et il y a eu beaucoup de problèmes à cause alors du vent, bien sûr, mais à cause aussi de la composition de l'avion, de la fabrication de l'avion. Il y a eu un certain nombre de petits problèmes dont on va parler. Euh, donc, voilà l'avion, une 35 tentatives de décollage. Euh, vous voyez toujours dans l'avion, et l'avion qui ne déjauge pas. Hein, sauf le droit, il a tendance à déjauger plus facilement. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ce phénomène? Et ce phénomène, sans faire des choses de physique très performantes, c'est la résistance de l'eau au niveau des flotteurs, c'est quelque chose de considérable, et c'est une force qui est égale à KSV2, c'est tout ce qui se passe dans les fluides. S, c'est la surface du mètre cube, le V, c'est la vitesse, et K, c'est une constante donc, qui dépend des formes de la masse volumique du liquide, etc. Et donc, c'était pour vous montrer que si jamais je dis à 10 km à l'heure, supposons que F est égal à 1, euh, euh, si vous voulez, le, euh, comme c'est proportionnel au carré de la vitesse, quand vous êtes à 80 km à l'heure, vous êtes à 64, quand vous êtes à 120, vous êtes à 144. Donc, ça va très vite au niveau des frottements sur l'eau si le flotteur ne déjauge pas. Alors, il y a deux choses pour que le flotteur déjauge. Il y a premièrement le phénomène du ski, c'est-à-dire que le flotteur était plat, en dessous quasiment plat, et donc il peut avoir de la portance dans l'eau en allant à une certaine vitesse. Et le deuxième, c'est la portance de l'avion, de l'aile de l'avion. Or, manifestement, le flotteur gauche était trop chargé, et était trop chargé pour deux raisons essentielles. C'est les 2600 kilos d'essence qu'il y avait sur le côté gauche de l'avion, puisque le réservoir d'essence était placé sur le côté gauche, et qui avait quand même une épaisseur de 85, je l'ai calculé, la dimension, avec la dimension du réservoir,
la hauteur et la largeur, mais il est facile de calculer la profondeur. Donc, ça faisait 85 centimètres d'épaisseur. Et tout ça, ces 2 tonnes 6 étaient placés à gauche de l'avion. Le pilote était à gauche de l'avion. Et en plus, il y a un autre effet, donc qu'on va voir. Oui, là, tout ça, je vous l'avais dit, donc il y a les 5000, etc. C'est le phénomène de l'hélice aussi, qui vient rajouter, si vous voulez, sur un avion à hélice, à partir du moment où l'hélice tourne à droite dans le sens où on est, quand on est dans la cabine de pilotage, on a l'hélice qui tourne dans le sens horaire. Le seul problème, c'est que la réaction, le couple antagoniste, fait appuyer l'avion de l'autre côté, donc du côté gauche. Donc, ce flotteur, il était chargé à gauche, et en plus, quand on décolle, eh bien, on met les gaz à fond, ce qui fait que le couple de réaction de l'hélice est très fort. Et vous voyez sur ces photos que j'ai reprises sur Internet, euh, c'est le, quand on est dans l'avion, c'est toujours la partie gauche qui a tendance à appuyer sur le sol. Quand on est sur des roues, ça n'a pas un désavantage majeur parce que les roues sont gonflées, mais quand on est dans l'eau, ça reste dans l'eau. Et le problème, c'est que donc le 10 juin du 8 au 10 juin, eh ben, ils n'ont pas pu décoller. Euh, je pense à cause de ça et que le vent n'était pas favorable. Parce que si le vent est favorable, au lieu de décoller à 120, vous décollez à 80. Si vous avez un vent de 40 km à l'heure, vous décollez à 80 si vous avez un vent de face de 40. Et l'intérêt, c'est que votre flotteur, eh ben, il gêne beaucoup moins pour la vitesse, puisqu'il déjauge. Donc, on va regarder, donc l'avion n'est pas parti, donc il est resté, il a pris l'aviso. Donc, on va regarder un peu toutes les marques au niveau au niveau du, mais, Touche pas, touche pas, touche pas. bon, allez, on continue. Euh, J'avais envie de repasser Non, les non. photos parce que j'ai une animation, mais enfin, on peut laisser tomber l'animation. Allez, donc vous avez une première marque qui est des marques avec au tampon. C'est une griffe au tampon et que c'est marqué compagnie en 5 lignes, compagnie générale aéropostale, primaire Amal Air, transatlantique, direct, Brésil-Europe. Cette marque, donc, je l'ai vue avec ces deux. Alors, il y a une marque très, très ancrée et une autre marque peu ancrée, mais à mon avis, la couleur n'est pas tout à fait la même. Et ce que je vous ai présenté aussi, c'est ce cachet de Rio, où il y a marqué première malle à air transatlantique para à Europe. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette première chose. Et on le voit ici sur une autre lettre, où on voit donc la marque violette. Et vous voyez que sur ce cachet, qui est en noir, on voit encore du violet dessous. Ça veut dire que on a trempé le cachet dans plusieurs encriers. Je ne l'ai vu que de Rio, cette marque. Alors, ensuite, on a une marque au tampon toujours, mais en 4 lignes. Et là, je ne l'ai vu que de Sao Paulo. Et je l'ai vu, j'ai marqué vu 6 fois, mais maintenant je suis à 10 ou 12. Et donc, cette marque au tampon, c'est toujours à peu près le même texte. Et il est en rouge et il n'est que de Sao Paulo. Voilà. Euh, Voilà, je l'ai ici, voilà, sur une autre lettre. Ce que j'ai noté ici, c'est que c'est fait avec des plaques. Je ne sais pas comment ils ont fait le cachet. Je ne sais pas. Je ne comprends pas le cachet, comment ils l'ont fait. Voilà pour les cachets. Donc, il y a 2 cachets différents, un de Rio et un de Sao Paulo, qui est l'autre grande ville du Brésil, hein. Et je dirais que c'est les deux marques au tampon. Après, toutes les autres marques ont été faites en typographie sur des lettres déjà imprimées de la CGA. Et ça,
la lettre classique de la CGA marquée Celios et par avion via aéropostale. Et on a, en typographie, on a fait cette marque classique en 4 lignes, toujours le même texte. Et, et on le retrouve donc à Rio. Vu à Rio, j'ai mis 8 fois, mais je crois que c'est beaucoup plus. Mais ah oui, voilà, c'est à Rio, donc c'est la marque classique de Rio. Il y a une autre marque de Rio. Attendez, non, je me suis trompé de machin. On est là, on est là. Il y a une autre marque où le direct est monté en lettres bâton. Voilà, donc c'est une différence dans la marque. Je pense qu'il y a eu plusieurs imprimeurs, puisque quand même l'avion de Mermoz est arrivé aux environs du 10 ou du 12 mai, et on repartait donc le 10 juin, donc ils avaient un mois pour préparer leur cachet, et je pense qu'ils ont fait travailler plusieurs euh, comment ça s'appelle, imprimerie de Rio pour faire ce travail de cachet imprimé. Donc vous l'avez ici, donc de Rio, de Bahia, de Natal, donc ça veut dire que de Rio, ils ont distribué des lettres un peu partout. À noter cette lettre qui est signée d'Abri, Mermoz et Gimier en dessous, là. Vous avez les trois. C'est pour ça que je vous ai dit, Gimier, quand il signe, on ne le voit pas. Je suis ici. Donc voilà encore d'autres lettres que j'ai trouvées donc de Rio et de Bahia. Ensuite, vous avez une autre façon de le présenter, c'est que vous avez tout ça en lettres bâton et vous avez que direct en lettres en plein délié. Et vous avez tout le reste qui est en lettres bâton. Et ça a été fait. Alors j'ai trouvé 2 lettres de cette marque et qui viennent tous je pense, un commerçant en philatélie qui a fait imprimer des lettres différentes et il les a fait imprimer pour la circonstance. Ça n'a pas été rajouté, alors que sur les lettres précédentes, vous voyez que les tampons ne sont pas toujours, n'ont pas été toujours tout à fait horizontaux par rapport à ce qui était imprimé au départ. Donc, il y a des petites variantes. En fait, une autre marque, alors la figure est mauvaise parce que je l'ai pris en photo sur une collection que j'ai vue, et donc le machin, c'est pas très joli, mais en fait, c'est une autre marque, puisque tout est en un caractère identique, et en plus, ça a été fait en imprimerie, en typographie. Euh, je n'ai vu que celle-là, donc voilà, de Pernambouc. Je ne sais pas d'où elle sort. Je n'ai pas je n'ai pas beaucoup de choses à raconter dessus, si ce n'est que je l'ai vue, elle existe. Alors ensuite, vous avez, vous avez la marque en 3 lignes. C'est-à-dire, il n'y a plus le mot direct. Et ça, c'est le début de quelque chose qui s'est passé et qui a créé un certain nombre de trucs assez rares, puisqu'elle est déjà rare, cette lettre, avec la marque en 3 lignes, sans le direct. Et vous voyez, moi je l'ai repéré de Rio, de Sao Paulo, et je crois que je l'ai repéré de par ailleurs, peut-être, ou de Porto Alegre, je crois que je l'ai dans la photo suivante. Donc, elle est machin. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elle a été imprimée et que vous voyez que vous l'avez sur la lettre là, parce que elle va avoir un autre usage. On va le voir donc ici. Vous avez la même marque à Porto Alegre. Et puis, en dessous, je vous ai mis une fantaisie, c'est que certainement qu'il y a un imprimeur qui a dû se faire remonter les bretelles parce qu'il n'avait pas mis direct, hein,
Et on a essayé d'imprimer direct. Vous voyez que sur le tampon, le direct, il a été imprimé par-dessus, avec une couleur d'encre d'ailleurs différente. Donc, ils ont essayé de réparer. Mais ça, je ne sais pas comment ça s'est fait. Je pense que voilà, ça s'est fait comme ça. Et alors après, toujours avec cette marque-là, ce qui est intéressant, c'est de voir l'étiquette. C'est-à-dire qu'on a découpé la marque, alors à Natal, puisque cette étiquette, je ne l'ai vue que de Natal. À Natal, cette étiquette, elle a été, on a découpé, on a dû envoyer des enveloppes à Natal, et comme ils avaient déjà des enveloppes qui étaient prêtes à partir, sans marque, ils ont découpé les enveloppes et ils ont collé sur l'enveloppe cette étiquette qui est dans les livres de toutes les étiquettes, même comment il s'appelle, dans le Maï. Muller. Comment? Ouais. Oui, dans le Muller, il y a cette étiquette et elle est assez rare, si ce n'est pas très. Moi, j'ai eu ces deux lettres à ma possession. Oui, j'en ai donné une. Et il y a Monsieur Siné qui a cette marque-là sur une lettre qui est très intéressante, mais je n'ai pas eu de bonne photo, mais je vous l'ai reprise pour ça, puisque cette lettre était intéressante, elle était envoyée de, du Sénégal à Natal à l'adresse de M. Gimier, hein, compagnie générale à Natal, et qui a été renvoyée à M. Gimier, compagnie générale aéropostale, à Saint-Louis du Sénégal pour le vol retour. Et c'est dommage parce que sur la chose, j'ai pas pu faire mieux. Il y a les cachets de départ de l'aéroplace d'hydravion de Saint-Louis. Enfin, elle est belle cette lettre. J'ai eu Monsieur Sinet à propos de cette lettre. On en avait parlé et il m'avait dit oui, oui, il n'y a pas de problème. Cette étiquette, elle est très bien. Voilà. Et pour montrer un dernier, eh ben, j'ai trouvé cette chose-là pour les- la nationale de 2019 qui s'est passée à Montpellier. C'était Monsieur Barada, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, où il y a deux cachets donc, sur le départ de Rio, il y a le cachet au tampon et un cachet d'imprimerie. Et vous voyez que sur ce cachet d'imprimerie, vous voyez que la marque imprimée en rouge touche le bleu. Et si vous regardez maintenant les étiquettes, vous voyez que par exemple sur cette étiquette-là, vous voyez qu'il y a le bleu dessous là, parce qu'elle a été découpée et c'était trop rare, donc ils ont pris un peu du bleu. Donc c'est bien une étiquette qui provient du découpage des enveloppes. Voilà. Ensuite, nous passons, non, nous venons juste de voir les étiquettes du Brésil. Alors pour le reste, c'est beaucoup plus simple puisqu'il n'y a qu'une aéroplace dans chaque pays. Et donc, il y a donc à l'Uruguay, c'était Montevideo. Donc, vous avez cette, euh, cette lettre-là avec la marque du 7 juin 1930. Et je me suis posé la question sur éventuellement différentes étiquettes, puisque j'ai eu celle-là entre les mains, donc avec une étiquette marquée ici en rouge, ici en vert, avec ici un ancrage qui était assez épais, ici un ancrage plus léger. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est les deux ancrages rouges que, voilà. Donc je me posais la question, est-ce qu'il y a eu deux tampons différents ou est-ce qu'il y a eu qu'un seul tampon avec des ancrages différents? Je ne sais pas. Ça, c'est pour l'Uruguay. Alors, pour l'Argentine, il y a c'est le même cachet Ah, de d'accord. différentes couleurs. De différentes couleurs, donc vous avez cette couleur ici violette, et vous avez une couleur qui est une couleur rouge, hein, et vous avez aussi une couleur noire
ce qui fait que quand on prend les choses, il y a trois couleurs de tampons différentes au niveau de l'Argentine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est intéressant. Ce sont des lettres donc, qui viennent de Bolivie pour l'Europe par la CGA, qui ont transité par Buenos Aires. Et Buenos Aires, comme c'était le jour, ils ont mis le cachet de Buenos Aires. C'était une lettre qui était affranchie à 25 bolivars, à 25 centimes de bolivars pour le tarif international, donc c'était pas par avion. Et ils ont mis les timbres pour la poste aérienne. Et ils ont mis le cachet donc de départ de Buenos Aires et vous avez le tarif donc à 1,26 plus les 2 centimes pour la Suisse, puisque vous savez qu'il y avait une taxe supplémentaire euh, pendant un an de juillet 28 à juillet 29 à peu près, non, de juillet 29 à juillet 30, vous aviez une surtaxe. J'appelle ça une surtaxe en Argentine, en fonction des différents pays. La Suisse, c'était 2, la France, c'était 0, l'Allemagne, c'était 4 centimes, et, euh, et la, comment ça s'appelle? La Turquie, c'était 10 centimes. Voilà, de tête. Et vous en avez une autre, là, exactement pareil, à 25 centimes, qui a reçu ce chose, mais qui n'a pas eu la surtaxe de 2 centimes. Ah oui, mais c'était pour Paris, donc c'est normal. Donc celle-là est normale, mais c'est le même système. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vraiment des choses, à mon avis, relativement rares à trouver. Ah oui, c'est vrai. Je t'interromps. Tu as quand même Oui, le cachet de surtaxe bolivien aérienne. là, oui, ça, c'était pas, voilà, ça, c'était la surtaxe, c'est le 1,40 bolivars, c'était la surtaxe aérienne, c'était le tarif normal de la partie aérienne, et 25 centimes de bolivars, c'était le tarif normal de la lettre pour l'étranger. Oui, mais le 1,40 bolivars, c'était pour aller du départ. Ah oui, 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 oui. Et je pense, moi, à, comment ça s'appelle, à Buenos Aires, ils n'ont pas compris ça. Voilà. Il y avait une surtaxe aérienne qui était payée. Et ici aussi, hein, ici aussi, c'est pareil. Vous avez le 1,40 là, vous le voyez, le 1,40, et donc la surtaxe aérienne était payée. Oui, j'avais pas, j'avais pas, j'avais pas enclenché ça. Et donc, normalement, il n'y avait pas besoin de mettre un autre timbre euh, pour, euh, pour faire le voyage par avion. Je ne comprends pas tout. Ensuite, vous avez donc le Paraguay. Alors, vous avez différentes couleurs aussi. C'est la même surcharge, mais il y a différentes couleurs. Moi, j'ai trouvé là deux couleurs un peu différentes, machin. Et alors, après, il y a ça c'est une autre lettre là où on voit bien qu'il est bien en vert. Donc, il y a au moins du vert et du violet. Mais je ne sais pas si le tampon, il n'a pas été mélangé entre le violet et et le, et le vert pour faire cette couleur vert cacanois, là, je ne sais pas quoi. Ou c'est le soleil qui a peut-être fait évoluer la couleur, Et écoutez, regardez ces deux lettres. Ces deux lettres, elles sont au même destinataire. Elles ont été affranchies exactement de la même façon, et pourtant, elles n'ont pas la même couleur de cachet. Hein. Je vous signale que cette lettre-là, celle-là, là, elle a été vendue le 25-6-25, le 25-6-25 au mois de juin, là, 1450 dollars argentins. C'est bien cher. Oui, c'est mon avis, mais écoutez, il y a quelqu'un qui l'a acheté. Hein. Nous passons au Chili, et le Chili, il n'y a qu'une marque, mais plusieurs couleurs. Donc, c'est la marque classique du Chili. Il n'y a pas
il n'y a pas de chose. On le trouve en rouge et on le trouve aussi en violet. Alors, j'ai trouvé même un rouge un peu fantaisiste à côté. Il y a un peu de tout, quoi. Donc, vous voyez, il y a de quoi collectionner différentes marques. Et nous en avons fini pour le premier voyage RE1 et nous allons passer au deuxième. Donc, le deuxième, c'est en attendant la lune de juillet. Alors, on consolide les flotteurs. Il y a tout un tas d'essais qui se font. Et Mermoz comprend que, étant donné que le vent ne change pas, eh bien, il va avoir de nouveau des problèmes. Donc, il recherche quelque chose, un point d'eau possible à l'extérieur donc, du rio Potengui. Et il trouve donc une lagune à 30 km au sud de Buenos Aires qui convient pas mal parce qu'elle a deux directions possibles et donc une direction euh, sud-est, nord-ouest. Et donc, il repart sur cette lagune et il prépare son départ. Euh, et voilà la lagune. Donc, hein. Vous voyez Natal qui est ici. Vous voyez l'aéroplace de Natal et la lagune, elle est ici, la lagune de Bonfim. Voilà, elle est ici, cette lagune. Voilà la photo de la lagune aujourd'hui. Hein. Euh, euh, et ça, c'est la nationale 101 qui passe là, vous voyez? Hein, c'est toujours la nationale 101. Donc, ils n'étaient pas trop loin, donc ils ont amené tout le matériel au niveau de cette lagune, qui présentait donc une distance là, de 3,5 km. Alors, je vous signale que dans les livres alors j'ai le livre de Kessel, le livre de Mermoz, le livre je sais pas qui, de Fleury, sur cette expédition et tous ont un peu des délires dans la dimension de la lagune, puisqu'on parle de 30 km de large, etc. En fait, la lagune, elle fait 3,5 km au plus long dans le sens sud-ouest et 4 km dans le sens, je dirais, nord-est-sud-ouest. Ouais. Voilà, les deux possibilités. Mais Mermoz, il n'a pas de chance parce que quand il arrive, ben, il n'y a plus de vent. Donc, ce qui fait que il fait des essais, il s'aperçoit qu'en plus que au niveau des flotteurs, les deux flotteurs sont réunis. Cette photo est intéressante parce qu'on ne voit pas le flotteur gauche. Les- il fait démonter des carénages sur l'entretoise qui relie les deux flotteurs parce elle était dans l'eau tout le temps et elle freinait, elle bourrait dans l'eau donc, et il l'a fait démonter. Il fait une tentative et, le problème c'est qu'il n'arrive plus à décoller. Il reçoit même un message de Dora qui lui demande de rentrer, de remettre tout le courrier à l'aviso pour rentrer. Mermoz, il met le truc dans la poche et il s'aperçoit que le temps se gâte, le vent se prend et il y a un peu de vent qui est de sud-ouest. Et là, il fait une tentative et effectivement, le vent forçant, eh bien, la portance de l'aile a permis le décollage et c'est là où il a décollé. Euh, et euh, le problème, c'est que il a fait, il a fait les deux tiers du voyage, mais arrivé à peu près à 900 km du, de Saint-Louis, eh bien, il y a eu une chute d'île qu'ils ont tenté de réparer plusieurs fois, et puis ils ont demandé que l'aviso vienne vers lui, et le bateau est venu le chercher, puisque l'avion s'est posé sur l'eau. Alors on parle de creux de 2 mètres. Je ne suis pas sûr que sur les photos on voit des creux de 2 mètres, mais il est certain que l'avion a été un peu malmené. Euh, En plus, on dit dans les livres qu'il y a le flotteur gauche qui s'est crevé. Je ne crois pas, moi, que le flotteur gauche se soit crevé,
puisque ici, sur cette photo, on voit les deux flotteurs et l'avion penché. Je pense plutôt que c'est les renforts qui ont été posés sur le flotteur gauche et droit qui n'ont pas tenu, et le flotteur s'est détaché de l'avion, et l'avion a coulé, parce que sur un flotteur, eh ben, il ne tenait pas. Donc, je pense que il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais ce seraient des choses à vérifier. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas cette photo. Celle-là, on voit rien, mais cette photo, je ne la comprends pas, étant donné que je ne sais pas votre avis, hein, mais ils ont eu le temps de récupérer les pilotes et le courrier, mais l'avion a coulé. Voilà. Et donc, on a de nouveau du courrier avec des marques. Au niveau du Brésil, j'en ai pas trouvé. Si, oui, oui, je n'ai pas trouvé sur toutes les lettres. Et donc, toutes les lettres n'ont pas été tapées, mais celle de Rio, et ça a marché. Donc, vous avez deux de Rio, là. Vous voyez qu'il est marqué du 5 juillet, hein, donc de Rio. L'Uruguay, ça a marché, puisqu'ils se sont resservis de l'ancien cachet où ils ont changé, ils ont caché la date de départ. Oui, on le voit ici, là. Et ils ont mis un autre tampon à main qui n'est pas toujours dans le même alignement que le reste, mais ça c'est un cachet à part. Du 5 juillet, on le voit très bien ici qu'il y avait la marque en dessous. Et on le voit ici parce qu'il est tapé de travers, un peu de travers par rapport au texte. Donc c'est quelque chose qui a été rajouté. Et on le voit aussi ici où c'est pas parallèle au reste. Donc toujours le même tampon en violet cette fois. Donc, pas en vert. L'Argentine, je n'ai pas vu, mais il est possible que ça existe. Je n'ai pas vu de cachet. Le Chili, par contre, je n'ai vu que ce cachet, euh, qui est un cachet manuel, donc avec le texte qui est différent du premier, puisque on marque que Natal Saint-Louis, etc. Donc voilà la fin des marques du R1. Et bon, on peut se poser la question, et ça c'est une question qui m'inquiète de beaucoup, enfin qui m'inquiète pas, mais qui me pose bien question, c'est pourquoi la TECOR a voulu aller en Amérique du Sud. Et moi, pour moi, il est allé chercher du bois. Parce que pour faire des avions, il fallait du bois et il fallait des bois particuliers. Il y avait une partie des avions qui étaient faits, des longerons qui étaient faits en frêne, je sais, mais je pense qu'il y a des bois exotiques qui pouvaient l'aider. En plus, si on fait quelque chose d'assez léger, on s'aperçoit que c'est une ligne droite, ce qui fait que c'est quand même quelque chose d'assez cohérent. Les distances sont assez importantes, on en a parlé, etc. Et la dernière chose que je voudrais vous faire voir, c'est cette lettre qui est assez intéressante puisqu'elle est partie de Rio Gallego, elle a été tamponnée à Buenos Aires et elle est allée en Hongrie. Et donc, elle a fait au total 16 100 kilomètres. Je pense que les derniers 1000 kilomètres, elle les a fait par train, mais elle a fait quand même 15 000 kilomètres avec la CGA. Vous voyez que c'est le tampon de Rio Gallegos est là, mais vous avez le véritable tampon postal de Rio Gallegos qui est ici. Et vous voyez que si vous voyez des ondulations, là, très faiblement, a priori, c'est une craque de troisième génération, c'est à la machine. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a tout ce qu'il faut sur cette lettre pour dire qu'elle a fait quand même 16 000 kilomètres. Voilà, je vous remercie. Très Merci. bien, très bien, merci. C'est nous qui te remercions. Bravo pour cette étude approfondie sur les marques. C'est la première fois que je vois une étude aussi complète sur les différentes marques, en particulier du Brésil, où elles sont très, très diverses.
Ce document me servira pour faire une synthèse dans le volume 2 de la ligne Mermoz lorsqu'il est Oui, mais pour sa réédition. Je pense je qu'on peux te sera- passer les lettres, Oui, oui, parce que ben, à tout ce c'est moment, caché, j'ai les lettres entières. va falloir que je prépare, mais ça permettra de compléter. Et là, tu as de quoi faire une exposition en un cadre complète de rien que sur la traversée 1R, je pense. Mais c'est-à-dire que je vous ai présenté des lettres, mais je les ai pas toutes, hein. Ah! Bah, Mais si vous voulez, j'ai celles qui m'ont le plus intéressé, c'est-à-dire, euh, je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà. Donc, ici, voilà. Euh, Même celle d'avant. Euh, voilà. Voilà, vous voyez, si j'ai cette lettre, elle est pourrie, cette lettre, mais elle a l'avantage d'exister. J'ai aussi cette lettre, hein, qui a ce cachet-là. J'ai cette lettre au tampon ainsi que celle-là. Donc, au niveau des lettres au tampon, je peux le présenter. Par contre, je n'ai pas la classique, j'ai jamais voulu l'acheter parce que j'en avais d'autres de plus rares. Et, je n'ai pas celle-là non plus. Je n'ai pas celle-là non plus. il y en a une similaire qui est en vente dans la vente du Oui, Théâtre oui. Classique, je crois, qui a lieu, Oh, qui se ouais, termine ouais, demain ou après-demain. voilà. Et c'est là où j'ai vu la deuxième, parce que j'avais celle-là, moi, dans ma bibliothèque, mais je ne, dans mes bibliothèques d'images, hein. Rassurez-vous, j'ai pas tout, hein. Et par contre, donc celle-là, je ne l'ai pas, bien sûr. Par contre, ici, j'ai celle-là et j'ai celle-là, hein, celle avec le rajout de direct, là. Mhm. C'est-à-dire, c'est les trucs les plus rares, les plus machins. Et j'ai l'étiquette. Donc, Disons le message que je donne à tous les collectionneurs de la ligne Mermoz, regardez bien ce que vous avez et si vous retrouvez de ce voilà, si vous avez document des choses que je n'ai pas montrées, des ce piles serait dans intéressant votre de me les collection, communiquer. n'hésitez pas à à prendre contact avec nous et de nous faire des scans, des variétés de ces cachets à partir, ces griffes à partir du Brésil, cachets ou étiquettes à partir du Alors, sur les Brésil en étiquettes, là, particulier. vous voyez, il y a du vert, mais il ne faut pas tenir compte du vert. C'est mon système de découpage qui a mal géré j'ai pas compris, il a mal géré le papier, là. C'est la Euh, colle peut-être en dessous c'est qui a. peut-être la colle en dessous, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Le scanner, il a pas voulu faire le boulot correctement. Il est pas Ça impossible. ressemble à la colle. C'est peut-être la colle en dessous qui a été éclairée d'une certaine façon par Oui, oui. la Parce que de lampe dessus, du quand on scanner. regarde la lettre est nickel, quoi. Bon, parmi les auditeurs, y a-t-il des questions? Je suppose qu'il y a un certain nombre de collectionneurs à la ligne Mermoz autour de cette, je veux pas dire de cette table, de cette table virtuelle du moins. Quelqu'un a-t-il des questions ou des remarques à faire? J'ai pas de question, juste une remarque, c'est simplement bien présenté. Si c'est présenté avec une vieille version de Windows, bravo.